Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette édition de Passerelle. Nous parlerons spécialement de la Centrafrique, ce pays pauvre, frappé depuis plus de 55 ans après son indépendance par des soubresauts politico-militaires. La suite, dans un instant. La Centrafrique, ce pays pauvre, faut-il le rappeler, frappé par de soubresauts politico-militaires qui le calent parmi les pays les plus pauvres et les plus endettés de la planète, est ce pays qui demande à être reconstruit, ce pays qui demande à ce que les réconciliations fraternelles, politiques se passent. À la veille des élections présidentielles de 2015, on se pose la question de savoir où va la Centrafrique et comment le nouveau président pourra résoudre les problèmes majeurs de la Centrafrique sur le plan politique, économique et socio-culturel. On ne saurait répondre à ces questions sans pourtant remonter le cours de l'histoire de la Centrafrique pour sa mémoire, de l'époque postcoloniale à l'époque précoloniale. Voici pour vous ce document intitulé « RCA d'hier, Centrafrique d'aujourd'hui ». Regardez. Lors du passage à la démocratisation du monde et surtout de l'Afrique vers les années 90, le général d'armée André Kolimba a échoué aux élections et il ne voulait pas donner la possibilité aux Centrafricains d'embrasser la démocratie. Et c'est sous l'impulsion de la France qu'il a lâché et Patassé a pris le pouvoir. Mais Patassé n'a pas pu travailler parce que André Kolimba, imbu d'esprit de vengeance, de haine, n'a pas laissé Patassé travailler. Donc on a assisté à des mutineries à répétition, des coups d'État déguisés jusqu'au dernier coup d'État qui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette guerre centrafricano-centrafricaine est née du conflit entre le MLPC d'Ange Félix Patassé, ce qui veut dire le mouvement de libération du peuple centrafricain, et le rassemblement démocratique de Kolimba. Les Centrafricains ont souffert de cette guerre. Patassé ne pouvant plus traverser la rive pour ramener des chiens de guerre, les chiens de guerre de Bemba, pour baiser nos femmes, demander à nous-mêmes de coucher avec nos mères, de tuer les gens, brûler leurs corps et partout. La population du Sud s'est évaporée dans la nature. Ils se sont réfugiés partout à Zongo et ailleurs. Ils ont souffert. Et lorsque le général François Bozizé est venu pour demander à Patassé et à Kolimba de laisser les Centrafricains vivre et jouir de la paix, d'arrêter cette guerre, alors Patassé s'est rébellé maintenant contre Bozizé pour dire que Bozizé est un complice de Kolimba où Bozizé voulait faire son coup d'État personnel. Comme il dit en sango, le premier mot qu'il a descendu, il a dit « quoi na quoi », c'est-à-dire il faut travailler et travailler. Parce qu'à l'époque, les peuples centrafricains n'ont pas travaillé, parce qu'ils ont eu des présidents qui l'ont promis qu'on a un pays riche, qu'on ne va plus travailler, que c'est les Blancs seulement ils vont amener de l'argent parce que nous sommes les riches. Alors le problème qui s'est posé, c'est que lorsque le président Patassé était arrivé au pouvoir, il a fait beaucoup de démagogie. C'est un fin démagogue, effectivement. Il s'est habillé en utilisant, disons, je veux dire qu'il a... C'est un fin démagogue qui a revêtu le manteau du démocrate et qui a pratiqué une véritable dictature. Et effectivement, cela a
créer les conditions objectives et subjectives de la rébellion qui avait amené le général Bozizé au pouvoir le 15 mars 2003. Effectivement, je me trouvais en France lorsque la situation au pays devenait de plus en plus dangereuse. Le régime déçu a fait appel à des rebelles de notre pays pour venir soutenir son régime, mais malheureusement, ces rebelles ont saccagé le pays, pillé, violé, tué. Et en tant que militaire, je crois qu'il était de mon devoir, en tant qu'officier général, de sauver mon pays, le peuple auquel j'appartiens, et c'est ce que j'ai fait le 15 mars 2003. Et je m'en réjouis du résultat dans lequel nous nous trouvons. Alors évidemment, c'est un appât qui attire tout le monde, puisque notre Constitution dit que n'importe quel citoyen peut accéder à la magistrature suprême. Et il n'est pas prévu véritablement de contre-pouvoir. Les enrichissements illicites étant monnaie courante, je dis, pour des chefs d'État en Afrique, cela ne peut que attirer tous ceux qui n'ont même pas un sentiment nationaliste. Ici, à cette avenue, on immortalise Boganda. Tous les leaders politiques évoquent toujours le nom de Barthélemy Boganda comme un exemple. Le regretté Abel Ngumba, qui a connu particulièrement Barthélemy Boganda, s'étend sur ses visions panafricaines. Boganda, le même, disait non, ce qui a été maudit, c'était les Cananéens, et que les Noirs, les Cananéens n'étaient pas des Noirs. Donc, on a comme l'impression que le mystère sur la mort, jusqu'ici non élucidé de Barthélemy Boganda, empêche la Centrafrique de se définir. Même le président François Bozizé Yagobonda, dans sa campagne, évoque Barthélemy Boganda en exemple. Natanti Boganda lutene, isera tene kete, mais isera kwa mingi. Kwa la yingiti leke na kodro, tisa élève na école, ti leke lege, ti leke hôpital, aye koya. Danila, giriri, ikrisa lege ti tene ti Boganda so, i discours contre Abuba. Politique, contre Abuba. Venez, contre Abuba. Danila, politique timbe yake, iko na kwa wasito. Sara kwa, fade, fulini yake tutida, fade mokora yeni na tukoni. Na yangati baya teneke, donc nous pas mona. Alors, là-bas, politique qui venait de Centrafrique. Fidèle Ngwandika, allié à la cour de François Bozizé, parle aussi de Barthélemy Boganda. Barthélemy Boganda, le fondateur de la République. Avec tous les problèmes que ce pays a connus, il n'y a jamais eu une politique continue, opiniâtre. Mais personne n'ose parler d'une autre thèse selon laquelle Barthélemy Boganda n'est pas mort. Si oui, sinon, où précisément, comment et pourquoi ce mystère? Neuf ans plus tard, loin de la Centrafrique, notre investigation, comme par l'heure de la prophétie, nous permet de rencontrer cet homme, Muammar Bengué Bossink,
politologue centrafricain. Il a travaillé sur l'enquête autour de la mort de Bateli Boganda, sans être écouté et même jeté en prison. Pourquoi? C'est une manière de reconnaître que Boganda n'était pas mort. Mais on ne peut pas le dire clairement parce que c'est classé secret défense. Vous le dites, on vous tue. C'est en toute sécurité, en sur le discret, qu'il accepte de s'ouvrir à vous par notre caméra. Selon lui, selon sa thèse de politologue et enquêteur, Barthélemy Boganda n'est pas mort. Si vous aimez l'Afrique, si vous aimez la vérité, prenez bonne note et menez-vous aussi votre investigation. À la Genèse, la Centrafrique de François Bozizé est au cœur de l'Afrique centrale, une terre prospère, indépendante, berceau des Bantous, dotée des atouts naturels insoupçonnables. On ne saurait aujourd'hui s'étendre sur la question centrafricaine au plan politique, économique, mystico-métaphysique, social, diplomatique, sans pourtant faire une autre histoire. À titre documentaire, la période précoloniale en Afrique équatoriale est dominée par l'Empire Rabat. Un métis issu de la vallée du Nil, au Soudan, doté d'un génie militaire, timbré de disciplines et d'organisation. Les soldats portent l'uniforme et les troupes passent en revue tous les vendredis de 5 à 300 hommes sous l'ordre d'un chef d'étendard assisté de lieutenants et sous-officiers. Autrefois, soldat dans les troupes du Soudan égyptien, il officie comme chasseur d'esclaves et capitaine. Révolté plus tard contre le gouvernement égyptien, auquel il refuse de se rendre, il va avec ses troupes vers le lac Tchad pour conquérir un vaste empire. Sa patrouille comporte 8 unités de combat dotées chacune de 120 fusils. En 1893, Rabat s'impose à Bousso, sur le Chari, puis défait Gaouran, roi du Baguimir. Il forme après plus d'une décennie l'un des plus grands empires qui ait jamais existé dans l'Afrique centrale. L'Empire Rabat comprend le Bornour, le Baguimir, le Darkouti et l'Oundaï dans l'aire géographique de l'Oubangui. Rabat voulait unifier toute l'Afrique centrale, des bords de l'Aïo aux sources du Nil, en un seul grand État. Mais le partage de l'Afrique par l'Europe à cette époque prend à contre-coup cette initiative militaire. En conséquence, les missions françaises en particulier ont pour ambition d'assurer la jonction des territoires conquis au Congo, au Sahara et au Soudan. Suivit alors une lutte sans merci entre les troupes de Rabat et les troupes françaises.
Ainsi, le lieutenant bretonnais, venu en renfort auprès de l'explorateur Émile Gentil, en 1897, avec tous ses hommes, sont exterminés par les guerriers des Rabat autour du Baguimir. Le 28 avril 1900, les Français reviennent à la charge avec 3 missions menées par Gentil Marchand, venant du Congo, Fourolami, venant d'Afrique du Nord à travers le Sahara, Joala Mernier, venant du Soudan. Le 22 avril 1900, à 9h, Rabat, qui les attend à 6 km de sa forteresse de Lacta, est attaqué par ces 3 missions françaises. Il combat désespérément et abat le commandant Lamy et le capitaine Quantet. Débordé par les 2 Français, Rabat bat en retraite et est poursuivi, puis décapité par un de ses anciens soldats, devenu membre de la mission de Joala Mernier, venu par le Soudan. C'est ainsi la fin de Rabat, le grand guerrier qui aurait régné encore sur ce vaste empire d'Afrique centrale et changé sans doute le cours de l'histoire sans l'intervention française. Dès lors, l'indépendance de cette partie de l'Afrique passe aux mains des nations européennes. Le Chari rentre alors dans l'actif de la colonisation française. Les atouts et limites naturelles du Chari à la fin du 19e siècle inspirent ces nouveaux explorateurs et colonisateurs. La République centrafricaine est un vaste territoire appelé Ubangui Chari pendant l'époque coloniale. Il faut savoir que le rôle de cette colonie-là était constitué essentiellement à fournir l'empire en produits agricoles et également à partir des années 1930 en métaux précieux. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce territoire a payé un lourd tribut à travers les fameuses colonnes de tirailleurs sénégalais. Ce territoire a payé un lourd tribut dans la lutte pour la libération en 1940-1945. Et l'émancipation d'une certaine intelligentsia a commencé, la prise de conscience a commencé lors du discours de Gaulle de Brazzaville où il promettait l'indépendance à l'issue de la guerre. Le fleuve Ubangui et le Boumour en amont, au sud de la colonie, y compris le bassin du fleuve Chari au nord, constituent sous l'influence coloniale française la dénomination d'Ubangui Chari à la veille du XXe siècle, soit une décennie après l'occupation française. Progressivement, la France a fait de Bangui un poste, parce qu'arrivé à ce niveau, en venant de Brazzaville, avec de petits bateaux, les explorateurs français ne pouvaient pas avancer parce qu'il y a des grosses pierres sur ce cours d'eau et ça ne permettait pas à une quelconque navigation. Donc ces explorateurs étaient obligés de s'arrêter et de créer ce qu'on appelle le poste de Bangui. Bangui vient de Mbangui, c'est-à-dire grosse pierre, caillou. Et vous voyez là où se trouve l'hôtel Ubangui, ex-hôtel Safari, c'est là que les Français ont pour la première fois planté leur drapeau.
Et si vous regardez la carte de la République centrafricaine, c'est à partir de Bangui qu'ils ont continué leur exploration vers le nord par la route, vers l'est par la route également, et vers l'ouest. Rien qu'en regardant la carte de la RCA et les différentes voies de communication par la route, vous verrez que Bangui est une sorte de point de départ pour émettre, pour couvrir tout le territoire. Voilà la République centrafricaine avant la pénétration coloniale. Et en 1910, les Français qui avaient conquis toute l'Afrique centrale avaient créé ce qu'on appelle l'AUF, Afrique équatoriale française, qui comprenait la République centrale, où Bangui-Chari qui va devenir République centrafricaine en 1958, le Tchad, le Congo et le Gabon. Un long processus qui aboutit à la Première République le 1er décembre 1958. Et va surgir un certain Barthélemy Boganda, premier abbé, premier intellectuel. Le 1er décembre 1958, nous avons changé la dénomination Ubangui-Chari en République centrafricaine et nous avons construit en quelque sorte le pays en le dotant d'une constitution de type démocratique, en confectionnant le drapeau que l'on connaît, en le dotant d'une devise, unité, dignité, travail, d'un hymne national, la Renaissance, etc. Son premier président, Barthélemy Boganda, reste une légende vivante en RCA, inoubliable par ce monument qui s'impose à l'une des principales avenues de Bangui, la Coquette, la capitale politique de cette modeste nation depuis plus d'une cinquantaine d'années, située au centre de l'Afrique. Tout comme le Cameroun voisin, traversé par l'Équateur qui partage communément l'une des frontières à l'ouest. Cependant, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville se localisent au sud, à l'autre rive du fleuve Ubangi. Au nord, le Tchad, à l'est, le Soudan et le Soudan du Sud. Étendue sur une superficie de 622 984 km² pour moins de 5 millions d'habitants en 2012, la République centrafricaine, encore appelée la Centrafrique, est le pays de Catherine Samba-Panza, première femme propulsée à la tête de la RCA, caractérisée par une situation politico-militaire voire géopolitique. Mesdames et messieurs, la communauté économique des États de l'Afrique centrale se félicite du succès du forum de Bangui et soutient les autorités de la transition pour la mise en œuvre des résolutions ayant sanctionné ce forum. Sa présidence a une transition balbutiante à la veille des élections présidentielles prévues pour le dernier trimestre 2015, laisse voir une récidive aux conséquences positives ou négatives. Trump est président de transition, mais avec son élection là, en tant que maire de la famille, je crois qu'il y aura de solutions. Parce que sa première déclaration m'avait édifié. Il y a des haines, il y aura beaucoup de choses, mais sa déclaration, en tenant compte de tout cela, je sais que cette dame-là est capable, parce que les hommes négligent beaucoup les femmes, mais les femmes sont aussi capables de faire beaucoup de choses. Alors, vous lui accordez le crédit? Oui, j'accorde le crédit, courage, et puis que le bon Dieu l'accompagne dans ses lourdes tâches.
Comment un pays comme la Centrafrique, doté d'innombrables richesses, demeure pauvre parmi les plus pauvres des pays du tiers-monde? On ne peut répondre véritablement à cette question sans lever le voile sur certaines réalités. C'est ainsi qu'ont émergé des personnalités comme Barthélemy Boganda, Charles Fayama, le père Ngugno, le père Kangala, et ainsi de suite. Ceux-là ont porté un peu les idéaux du premier parti politique de Lubangui Chari, qui était le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, créé par le président fondateur de la République, Barthélemy Boganda, qui malheureusement sera fauché dans son ascension politique après la création de la République centrafricaine le 1er décembre 1958. Il sera fauché dans son ascension politique par un accident mystérieux d'avion le 29 mars 1959. Muammar Bengue-Bossink, politologue centrafricain. Selon lui, selon sa thèse de politologue et enquêteur, Barthélemy Boganda n'est pas mort. Que Boganda n'était pas mort, mais on ne peut pas le dire clairement parce que c'est classé secret défense. Vous le dites, on vous tue. Un secret défense recommandé par le général de Gaulle. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Où se trouve-t-il et pourquoi? On a comme l'impression que le mystère sur la mort, jusqu'ici non élucidé de Barthélemy Boganda, empêche la Centrafrique de se définir. Barthélemy Boganda, premier abbé, premier intellectuel, qui va se battre pour nous donner l'indépendance, mais qui va être enlevé en 1952, 29 mars 1959, déporté aux Antilles, ramené à Paris au palais de la Porte Dorée en 1985-86, où il est demeuré jusqu'en 2009. Et depuis 2009, le président Sarkozy, en février, avait demandé à l'Assemblée nationale française de voter une nouvelle loi étendant le secret défense qui ne concerne que des objets et des dossiers, étendant donc le secret défense à des lieux. En juillet 2009, cette loi a été votée. Et donc, aussi bien l'île du Diable en Guyane française, où le président Boganda avait été déporté, que le palais de la Porte Dorée, l'ancien musée des colonies, ces deux endroits, ces deux sites ont été placés sous secret défense. Ce qui fait que nos amis proches du Parti communiste qui nous donnaient des informations crédibles, vérifiables sur le président Boganda ne pouvaient plus continuer à le faire. Donc à ce jour, on ne sait pas si il est toujours en vie ou si depuis 2009, il est décédé. En effet, le monde et ses ondes est fait de l'abstrait et du concret, du physique et du métaphysique. Mais quand les questions terrestres dépassent la conscience humaine, c'est dans l'absolu qu'il faut aller chercher l'ultime réponse. Quel est le nœud du problème centrafricain? C'est un problème politique, c'est un problème spirituel. Dieu au-dessus de tout, il y a peut-être un aspect spirituel qui m'échappe. Peut-être que le fait que des Centrafricains, notamment le président Dako, a été complice de l'enlèvement et de la déportation du président Boganda parce que les Français lui ont promis le pouvoir, ça a des conséquences spirituelles. Ça a peut-être une implication sur les malheurs de la République centrafricaine. Mais d'un point de vue rationnel et objectif, le problème de la RCA est fondamentalement un problème politique dû au fait que nous n'avons jamais engagé le combat qu'il faut pour arracher l'indépendance nationale, pour arracher la souveraineté. Et tout ce travail se trouve anéanti justement par, je dirais, une espèce de négligence de la part des dirigeants qui n'ont pas su profiter des résultats de la lutte pour l'indépendance du pays. Nous avons lutté avec Boganda, nous avons lutté pour devenir indépendant. Et devenir indépendant pour moi signifiait être maître de notre destinée, évidemment en relation avec les autres pays du monde. Sauf en Afrique noire francophone, il n'y a que chez nous en Afrique noire francophone que nous vivons dans l'illusion d'avoir obtenu de la France, sans guerre,
le sourire aux lèvres, l'indépendance. Même les Américains, face aux Britanniques, de 1776 à 1783, ont dû se battre sous le commandement du célèbre et brillant général George Washington. La France elle-même a été occupée plusieurs fois. Les dernières fois, c'est en 1870-1871 par l'Allemagne, ensuite en 1940, et le général de Gaulle s'est levé, les patriotes français l'ont suivi. À l'extérieur, à l'intérieur, il y avait les forces françaises de l'intérieur. Ils se sont battus et ils ont arraché leur libération. Ça n'a pas été donné, ça ne se donne jamais. Du point de vue physique, géopolitique, c'est un jeu, un vieux jeu de plus de 55 ans. Un aller-retour à la paix et à la guerre. On avance, on retourne à la barbarie. On avance, on recule au profit d'une certaine programmation. Mais mieux que quiconque dans ce monde, personne ne peut mieux parler des blessures centrafricaines que les Centrafricains eux-mêmes. Ce sont eux qui vivent ces blocages dans leur tripes et leur conscience. C'est aux Centrafricains, témoins de ces péripéties, que nous donnons l'occasion de contribuer à ce document historique et objectif pour la Centrafrique en particulier, l'Afrique en général et le reste du monde. Nous on vote pour un bon Centrafricain parce que nous voulons voir un bon président qui peut nous soulager, qui peut nous donner à manger, nous donner, qui peuvent répondre à nos besoins. C'est ce que nous votons en tout cas. Un président qui aime sa population. Un président qui peut nous défendre dans tout côté financier, n'importe où, n'importe comment. Je suis congolais, si je suis ici, c'est plus que bon. Il y a eu la guerre chez moi et puis voilà, je me retrouve ici en Centrafrique. Donc pour moi, la paix est très indispensable. Donc j'aimerais bien vivre ici dans ce pays, puisque vous voyez tout ce qui se passe chez moi. Hein, il y a eu la guerre pendant 4 ans après la chute de Mobutu et après l'arrivée de Kabila. Et vous voyez, c'est pas beau, c'est pas beau de voir ce pays de Centrafrique puisse vivre le même temps que mon pays. Nous avons, pour diverses raisons, nous ne nous sommes pas vraiment focalisés sur le développement du secteur privé comme moteur de développement. Ce pays a toujours été un peu un pays de fonctionnaires. C'est-à-dire un jeune qui sort d'une école de formation, il pense d'abord à un emploi dans l'administration, au lieu que cela se passe comme ailleurs, où un jeune se dit « je peux travailler dans l'administration, c'est vrai, mais je peux travailler aussi dans le secteur privé, où je peux être mon propre employeur en créant une entreprise ». Et il faut le dire également, avec tous les problèmes que ce pays a connus, il n'y a jamais eu une politique continue, opiniâtre, de création d'entrepreneurs, d'une classe d'entrepreneurs locaux. Et ce qui fait que la base, l'assiette fiscale ici est très restreinte, il y a très peu d'entreprises qui contribuent au paiement de l'impôt, donc les infrastructures qui peuvent permettre une croissance économique sont inexistantes parce que l'État n'a pas les moyens de les construire. Le mal centrafricain est avant tout intérieur. J'entends que par intérieur, une bonne gestion, une bonne gouvernance, et à partir de là, nous verrons clair dans la situation du pays. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous avions entrepris depuis le 15 mars 2003 jusqu'à ce jour, nous l'avons fait de commun accord avec tous les fils du pays. Femmes comme hommes, jeunesse, société civile, partis politiques, militaires, autres, tout le monde est concerné dans la mise en œuvre, la reconstruction du pays, afin de le mettre sur de bonnes rails. Le problème de la RCA, c'est un problème politique, fondamentalement politique. Et quel est ce problème politique? Ce n'est pas un problème de démocratie ou de mauvaise gouvernance. On ne peut pas prendre les effets pour la cause. C'est la confusion que les gens font parce qu'ils sont victimes de la propagande occidentale en général et française en particulier. Tous les problèmes de la RCA sont de nature politique et résultent du fait que les Centrafricains n'ont pas eux-mêmes leur propre destin en main. C'est-à-dire que la République centrafricaine n'est pas un pays indépendant et souverain. Pour qu'on puisse accuser un peuple ou ses dirigeants d'être irresponsables ou de mauvais gestionnaires, il faudrait bien qu'au préalable,
ces dirigeants, que ce peuple-là ait sa destinée ou leur destinée en main. Ce n'est pas le cas. Vous savez que l'indépendance qui nous a été octroyée, je dis bien octroyée, en 1960, le 13 août, n'en est pas une. C'est une relative autonomie interne, mais à travers les accords de coopération, dont on parlera peut-être tout à l'heure en détail. Et ça s'enseigne même dans les universités françaises de gauche, notamment l'université Paris-Nanterre. En année de maîtrise, je fais ma maîtrise de sciences politiques là-bas, sur le dossier de la décolonisation de l'Afrique, décolonisation des colonies portugaises, espagnoles, etc., britanniques, françaises, sur la France, sur les colonies françaises. La conclusion du professeur, qui est pourtant français, mais de gauche, c'est que, tout compte fait, la France continue de conserver jalousement sa souveraineté dans ces pays-là, dans ces territoires. La Centrafrique, c'est bel et bien le pays de Michel Djoto-Diar que beaucoup n'ont pas vu venir dans le dos de François Bozizé Yagouvanda. Bozizé a pris le pouvoir par les armes, mais je dirais qu'il y avait un espèce de consensus autour du blocage sociopolitique en République centrafricaine. Et en réalité, aujourd'hui, tout part de... Quand vous voyez un M. Djoto-Diar, comme je le dis si bien, risque de choquer certains, qui fut un indigent social et qui du jour au lendemain se retrouve à la tête d'une horde de bandits affublés de tenues neuves, armés jusqu'aux dents, avec du matériel d'une valeur de plus de 20 millions de dollars. D'où viennent tous ces moyens et puis pourquoi tout ça? Il est certes parti par les armes, mais il faut bien voir le fond. Le fond de la crise de 2010, qui en réalité est une crise qui trouve sa source depuis 2006. Que s'est-il passé en République centrafricaine? Voilà un monsieur, fonctionnaire de l'État, agent du ministère du Plan, qui se retrouve du jour au lendemain propulsé consul à Niala au Soudan à sa propre demande, d'après les informations concordantes que nous avons. Il s'agit de Michel Djoto-Diar. En réalité, en 2006, en se faisant nommer consul à Niala au Soudan, Michel Djoto-Diar posait le premier maillon d'un plan savamment orchestré et patiemment mis en œuvre. J'en veux pour preuve, la première rébellion qui fut stoppée en 2007 était déjà l'œuvre de l'union des forces, des fameuses forces démocratiques de Michel Djoto-Diar. Divers soubresauts, mais qui sont en fait, qu'on se le dise dans une certaine mesure, liés à un problème de mauvaise gouvernance, mais aussi de gestion d'intérêt. D'intérêt et de gestion, je dirais aujourd'hui, si on analyse bien les choses, c'est la convoitise que suscitent toutes ces richesses-là qui donnent lieu à cette situation. Aujourd'hui, on est en pleine guerre du pétrole. Guerre du pétrole centrafricain, car aujourd'hui, un potentiel des plus importants qui soit a été décelé en Centrafrique, un potentiel d'à peu près 8 millions de barils jour, ce qui fait de nous quasiment le 4e plus gros potentiel africain qui soit dans le domaine pétrolier. Et donc ce qui est de nature à susciter l'intérêt et la convoitise de beaucoup. À l'issue de ce coup, une première table ronde a été organisée à Libreville. Des accords ont été signés. Les rebelles ont estimé que les termes de ces accords n'avaient pas été respectés. Soit, ils ont repris les armes en 2008. Deuxième dialogue, cette fois-ci à Bangui. Dialogue politique inclusif en décembre 2008 à Bangui. De nouveaux accords sont signés. Abdoulaye Miskine et autres sont revenus à Bangui. Abdoulaye Hissène, les noms m'échappent, Abakar Sabon et autres. Il faut savoir que tout ce monde est un mix, soit d'anciens rebelles,
qui ont accompagné le président François Bozizé en 2003, soit de collecteurs de diamants vivant de petits trafics. Les Séléka, ce sont des Tchadiens. Ce n'est pas l'armée tchadienne, c'est des mercenaires tchadiens, c'est-à-dire d'anciens rebelles tchadiens qui vivent au Soudan et d'anciens rebelles soudanais qui vivent au Tchad. Vous savez qu'à un moment donné, grâce à Kadhafi, le président Déby et le président Omar El-Béchir se sont entendus un accord de paix pour ne plus entretenir une rébellion contre l'autre. Donc ils ont pris les mercenaires, c'est des militaires étrangers, hein, des militaires non conventionnels étrangers que vous payez. Des Tchadiens, des Soudanais qui sont venus et comme il y avait un problème de recrutement, manque d'emploi, et il y a des enfants, il y a des jeunes qui n'avaient pas d'emploi, ils ont profité pour suivre le mouvement. Mais ce n'était pas facile pour ces jeunes-là. À l'heure où je parle, ces jeunes-là étaient tous exécutés par les Séléka. Ne voulaient pas les Centrafricains parmi eux. Et grugeant l'État sur ses recettes, qui en fait, victime du nouveau code minier de 2008, se sont en fait retrouvés démunis suite aux saisies organisées par la brigade minière dans l'arrière-pays. Et c'est ceux-là qui se sont constitués en différents groupes rebelles pour attaquer le pouvoir central. Bon, avant la rébellion Séléka, le vrai problème, on était sur le point de découvrir, en fait, d'exploiter notre pétrole dans le nord à Birao. Comme par hasard, la rébellion a pris pied dans cette région. Voilà. Donc il est vrai qu'il y a certaines revendications qui étaient fondées, hein, mais il n'y a pas que dans la région de Djotodia que ce problème se pose. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien partout. L'État est quasiment inexistant. Il faut payer, on n'a pas d'enseignants, il faut payer les maîtres par an et tout le reste. C'est un problème qui se pose sur toute l'étendue du territoire. Même à Bangui même, on est amené je dirais, à payer nos maîtres par an, à payer la scolarité de nos enfants. Bref, l'école n'est pas gratuite pour autant. Donc c'est un problème qui se pose sur toute l'étendue du territoire. Mais est-ce une raison pour pouvoir massacrer tous les Centrafricains? Non. Voilà quel est le problème. Si le général François Bozizé, à l'issue d'un coup de force, a chassé Patassé du pouvoir et régné démocratiquement par 2 mandats, dont le deuxième, à peine achevé, est interrompu le 23 mars 2013, on lui accorde le mérite de ses actes patriotiques. Qu'il a montré qu'il aime son pays et on a beaucoup d'espoir. L'espoir, il va venir par changer de méthode et de mentalité. Comme le président il demande, comme il dit en Sango, le premier mot qu'il a descendu, il a dit quoi na quoi, c'est-à-dire il faut travailler et travailler. Parce qu'à l'époque, les peuples centrafricains n'ont pas travaillé, parce qu'ils ont eu des présidents qui l'ont promis qu'on a un pays riche, qu'on ne va plus travailler, que c'est les Blancs seulement ils vont amener de l'argent parce que nous sommes les riches. Et les peuples centrafricains, pendant 12 ans, ils n'ont pas travaillé. Et de cela a amené la misère, a amené la mort, a amené le partage, a amené tous les malheurs qu'on a eu juste à ce changement. La République Centrafrique, c'est un pays qui est assez riche. Mais il faut travailler. Tant qu'il y a un président qui promet au peuple qu'il ne faut pas travailler, que l'étranger va venir nous donner de l'argent, eux, ils attendent que l'argent arrive, c'est tout. Et depuis là, le peuple ne travaille pas. Et c'est cela qui a fait couler le pays. Et lui, il a fait toutes les affaires possibles. Il a aussi chuté le pays après lui. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de l'argent dans la caisse, jamais des gens ils ont été payés. On a eu plusieurs mutineries à cause de ça. On a les diamants en République Centrafrique, mais on n'a aucune taillerie qui taille les diamants. Et moi, j'ai ouvert mon taillerie. Et, voyez, et malheureusement, à partir de que lui il a commencé à prendre le pouvoir, il a commencé à rentrer dans toutes les affaires qui existent en République Centrafrique.
Il a voulu aussi ouvrir son taillerie. Et de cela, je n'ai pas compris pourquoi chaque jour, 2, 3, 4 contrôles, 4 contrôles chaque jour. Jusqu'à j'ai écouté que lui-même, il veut ouvrir son taillerie. Oui, je parle de Patassé. J'ai écouté que lui, il veut ouvrir son taillerie. J'ai compris que tout cet emmerdement que j'ai, ça vient de lui parce que lui, il a ouvert son taillerie. C'est pour ça que j'ai écrit une lettre au Monsieur le Président. Merci beaucoup, j'ai compris tout. J'ai fermé mon taillerie. Et j'ai fermé mon taillerie. J'ai renvoyé 60 personnes dehors. Lui, il a ouvert son taillerie. Ça a pris même pas 2-3 mois. On l'a volé plus de 400 millions. Et de cela, la taillerie était fermée. Juste aujourd'hui, à la République Centrafrique, on n'a ni taillerie. Et tous les ouvriers sont en chômage. Une partie qui sont morts. Vous connaissez que la situation était très difficile. Parfois, pour 1000 francs, pour 5000 francs, qu'il n'y a pas de médicaments, le type il est mort. Et c'est ça, juste aujourd'hui, j'ai changé toute mon activité. J'ai eu 2 bureaux d'achat de diamants, que j'ai fait presque 1 milliard par mois de chiffre d'affaires. J'ai fermé ça parce que lui aussi, il a ouvert plusieurs sociétés de diamants. Et nous, comme privé, on ne peut pas travailler. C'est un fin démagogue qui a revêtu le manteau du démocrate et qui a pratiqué une véritable dictature. Et effectivement, cela a créé les conditions objectives et subjectives de la rébellion qui avait amené le général Bozizé au pouvoir le 15 mars 2003. Effectivement, je me trouvais en France lorsque la situation au pays devenait de plus en plus dangereuse. Le régime déçu a fait appel à des rebelles de notre pays pour venir soutenir son régime, mais malheureusement, ces rebelles ont saccagé le pays, pillé, violé, tué. Et en tant que militaire, je crois qu'il était de mon devoir, en tant qu'officier général, de sauver mon pays, le peuple auquel j'appartiens, et c'est ce que j'ai fait le 15 mars 2003. Il a essayé de réconcilier le peuple avec lui-même. Ça, il avait tenté de le faire. Maintenant, sur d'autres points, je pense que ces réalisations étaient des moins appréciables qui soient. Pour ma part, je pense que nous, en tout cas, pour le peuple centrafricain, nous paysans, on s'attendait et on s'attend à plus. On s'attend à plus de Bozizé et plus d'un futur leader. Mais François Bozizé court très souvent le risque par son intuition, sa psychologie de guerrier. Je suis citoyen centrafricain, j'ai pris le risque de pouvoir faire en sorte que ce pays qui était au bord de la catastrophe retrouve enfin le chemin de l'entente, de l'harmonie, du développement, de la reconstruction. Je ne vois pas pourquoi on pourrait m'écarter pour des raisons qui ne pèsent même peu, qui ne tiennent même pas debout. On voudrait m'écarter de cette chose qui est pourtant naturelle, normale, qu'un citoyen du pays, tant qu'il n'a pas enfreint aux lois du pays, peut se présenter normalement comme candidat aux élections présidentielles comme législatives. Alors, il faut savoir que François Bozizé, lorsqu'il prend le pouvoir en mars 2003, trouve un pays, en fait, qui était pratiquement arrêté sur le plan économique en raison de la multiplication des grèves, de l'effondrement des ressources de l'État, de l'accroissement exponentiel des arriérés de salaire, de la dette intérieure de l'État et autres. Donc la tâche au départ n'a pas été aisée. Les 2 premières années de la gestion de son pouvoir ont été entremaillées d'événements assez graves, notamment les tentatives de rébellion des forces l'ayant appuyé à sa prise de pouvoir, les contestations des syndicats et autres. C'est la mise en œuvre d'une politique consensuelle avec autour de la table les syndicats, les associations de défense des droits de l'homme,
les associations de représentation, des mouvements de jeunes, des femmes et autres, qui ont créé un consensus de fait à partir de 2004 pour apaiser le climat social en République centrafricaine. Cela a été un véritable coup de maestro parce qu'en 2005, bien évidemment, il est élu, je dirais quasiment sans anicroche, une élection organisée à 2 tours, où il est arrivé premier au premier tour et il s'est retrouvé face à Martin Ziguélé au second tour. L'appui des autres forces qui avaient encore en mémoire la gestion chaotique du pouvoir par le MLPC a fait qu'il y a eu une espèce, entre guillemets, d'union sacrée autour de la candidature de François Bozizé, ce qui lui permettra d'être élu confortablement au 2e tour à plus de 65% des voix face à Martin Ziguélé. Je me situe comme candidat du MLPC, parti politique en Centrafrique, qui a été renversé par un coup d'État militaire le 15 mars 2003, qui a connu beaucoup de difficultés et qui aujourd'hui revient avec l'expérience du passé, proposer un projet de société aux Centrafricains qui l'apprécieront. Donc nous sommes résolument un parti républicain, nous croyons aux valeurs de la République, c'est pour ça que nous allons à ces élections qui vont consacrer le retour à une vie constitutionnelle normale. La Centrafrique, c'est le pays d'Ange Philippe Patassé, le premier président élu démocratiquement au lendemain du sommet de la Baule en France, mettant un terme à la dictature au parti unique. André Kolimba a échoué aux élections et il ne voulait pas donner la possibilité aux Centrafricains d'embrasser la démocratie. Et c'est sous l'impulsion de la France qu'il a lâché et Patassé a pris le pouvoir. Donc Kolimba va accepter de faire le jeu de la démocratisation. Donc en 1991, il va restaurer par ordonnance le multipartisme. En 1993, des élections transparentes ont eu le premier et deuxième tour et le président Patassé, revenu d'exil qui a fait 1 an en France avant de rentrer, il va être élu au 2e tour face à mon ami, c'est 2 de mes amis qui se retrouvent Patassé face à Patassé 37% au premier tour, Ngumba 21% au premier tour, ils se rencontrent au 12e tour et c'est Patassé qui gagne. Mais en fait, d'après les confidences de certains leaders politiques centrafricains qui ont rencontré l'ambassadeur de France, Michel Louven. Michel Louven, c'est l'ambassadeur de France au Niger. Au moment de la démocratisation, c'est lui qui a organisé les élections là-bas avec succès. Et il va être envoyé en Centrafrique pour organiser les élections. Donc vous voyez que c'est la France qui dirige tout. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de Passerelle. Nous avons parlé de la Centrafrique en remontant le cours de l'histoire et les différents mouvements de ces 9 présidents pour 10 régimes présidentiels. Et nous espérons bien que le nouveau président, en tout cas nous le souhaitons bonne chance, pourra reconstruire la Centrafrique en dépit des réalités, des forces endogènes et exogènes sur le plan politique, économique et socio-culturel, non seulement de la Centrafrique, mais des pays de l'Afrique. Nous parlerons la prochaine fois de l'Afrique, une fois de plus, sur Passerelle.